Merci. Donc je vais essayer de conclure en retenant un certain nombre de points forts de cette journée que j'ai notés au fur et à mesure. D'abord, les objectifs, je rappellerai les objectifs de la journée en me demandant si ces objectifs ont été tenus. Objectifs qui ont été précisés lors des 3 introductions. L'objectif, c'était un état des lieux, d'abord, pour nourrir le débat, un état des lieux sur les dangers liés aux phytosanitaires, en relation en particulier avec la santé, les moyens de les réduire, de se protéger de ces dangers-là, et les actions au niveau régional. Mon sentiment, c'est qu'on a eu, ça a été rappelé à plusieurs moments, des intervenants très divers, compétents, souvent très engagés dans ce qu'ils font, et donc des informations d'une plus-value réelle pour le collectif. Le périmètre, c'était la santé, pesticides et santé, mais pas que. Et ça, c'est bien, je pense. Ça a été souligné au début, là aussi dans les introductions par Monsieur Denaro, Monsieur Violet. Le périmètre est limité, mais on ne s'interdit pas d'élargir à certains moments. Et cet élargissement, je crois qu'il a été important pour le débat, parce que les solutions, on les trouvera que si on regarde un peu plus large. On a été plusieurs à le dire, il y avait plusieurs intervenants l'ont dit, et plusieurs personnes dans les échanges. Enfin, les échanges ont été certainement trop courts, mais très intéressants. Je relève qu'ils ont été très constructifs, avec relativement peu d'interventions polémiques, ce qui n'était pas du tout gagné au départ sur un sujet comme ça. Et ça, c'est très important et très prometteur par rapport à la suite pour avancer sur ce sujet difficile. Alors, on a une partie de la journée sur les raisons de réduire les usages des pesticides, en particulier en relation avec la santé. L'expertise de l'INSERM constitue, à n'en pas douter, un pas extrêmement important. C'est un document d'une très grande richesse, d'une grande importance, qui indique assez clairement que les agriculteurs sont probablement les premières victimes de cette utilisation importante des pesticides. Et on se dit que les agriculteurs sont bien placés, a priori, pour être avec leurs OPA à l'avant-garde d'une réflexion et d'une action sur la manière d'en limiter l'usage. Les difficultés méthodologiques ont bien été pointées par Madame Lecomte, qui nous a vraiment très clairement montré pourquoi elle parlait de présomption. Donc présomption de lien entre pesticides et santé. Simplement, l'addition de différentes présomptions, ça aboutit à certains moments à une quasi-certitude. Madame Renaudin a dit, en tant que médecin, nous sommes inquiets. Donc je ne reviendrai pas sur la liste des maladies pour lesquelles les présomptions sont les plus fortes. Ce qui nous paraît important, c'est que, en relation avec le principe en cohérence avec le principe de précaution, l'action ne porte pas seulement sur la réduction de l'usage des molécules les plus nocives, ou globalement de l'ensemble des produits phytosanitaires, mais également sur la mise en place de dispositifs, d'observatoires, alors qui ont des noms très variés, la veille sanitaire assurée par les médecins du travail, le RNS V3P, Madame Soubayran nous a parlé de la phytopharmacovigilance, etc. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent, qui ont été mis en place et qui nous donnent des données. Et comme elle a dit Madame Renaudi, la prévention passe par la traçabilité des expositions passées. C'est en comprenant ce qui s'est passé dans les années antérieures qu'on mettra au point les meilleures méthodes de prévention. On a parlé de l'exposition des utilisateurs agriculteurs, mais on a parlé aussi des utilisateurs des collectivités publiques, et on a parlé aussi de l'exposition des risques pour les riverains. Même si ça n'était pas, comme ça a été souligné au début, au cœur du sujet, c'est un point qui a été abordé à plusieurs reprises et qui fait partie clairement du dossier.
On n'a pas abordé dans le détail les effets sur l'environnement, même si une partie de la présentation de Mme Mazerne était là-dessus. Bien sûr, ces effets-là se rajoutent aux raisons pour lesquelles il est souhaitable de limiter l'usage de ces produits. On a eu un certain nombre de présentations qui nous ont informés sur les actions engagées et dont on peut espérer un effet à court terme. Des actions dont certaines sont rappelées ici sur cette affiche, le bulletin de santé du végétal, le certificat pour sécuriser l'usage des pesticides, comme je crois c'est écrit là, le réseau défi, des fermes pilotes pour diffuser des pratiques économes en phytosanitaire. Alors le réseau défi est particulièrement, je voudrais faire une petite parenthèse sur le réseau défi, particulièrement intéressant parce qu'il peut jouer un rôle d'exemple, il peut jouer un rôle d'aide à la progression d'un certain nombre d'agriculteurs engagés dans le réseau défi, et donc a fortiori exemple également pour la progression. Mais également, c'est assez symbolique, c'est une manière de mettre en avant l'inventivité des agriculteurs. Les agriculteurs sont très inventifs, un certain nombre inventent des choses qui peuvent être très utiles à d'autres, et je crois qu'on a collectivement, même si il y a des tas d'exemples qui existent, mais collectivement beaucoup trop sous-utilisé cette inventivité au service de la collectivité. Donc c'est un dispositif qui, de ce point de vue-là, montre une direction qui probablement est appelée à se développer, à faire des petits. Donc également des guides et des sites de référence pour les professionnels et les amateurs, là encore comme c'est indiqué ici. Alors de tout ça, on peut attendre des effets sur le court terme, à travers l'information sur les risques, qui est quelque chose de très important, à travers des démonstrations, à travers des informations sur les moyens de réduire ou de mieux utiliser les produits. Donc dans ce sens-là, vous avez tout ce qui est les réflexions les exemples cités par M. Justin sur l'ergonomie de l'emballage, par M. Méniron sur le local phyto, ou par Mme Vachon sur l'espace santé-sécurité. Tout ça, c'est des exemples extrêmement intéressants d'actions qui sont complémentaires les unes avec les autres. Malgré tout, le flash sur les équipements de protection nous a montré que c'était pas si évident que ça, avec le regard des voisins ou l'ergonomie de l'équipement de protection, qui fait que des solutions qui peuvent apparaître optimales sur le plan technique ne sont pas forcément sur le plan social. Et ça, ça renvoie en fait au fait que il suffit pas d'envisager une information, il suffit pas de dire voilà quelle serait la bonne solution, il faut aussi se préoccuper de la manière dont l'ensemble du monde agricole, et comme le faisait remarquer l'un d'entre vous tout à l'heure, pas seulement du monde agricole, mais aussi des acteurs des filières allant jusqu'aux consommateurs, peuvent se mobiliser pour aider à certains changements qui sont plus complexes que ceux que la majorité de ceux que je viens d'évoquer. Et là, en fait, M. Justin disait, la base de la prévention, c'est le principe de substitution. Oui, d'accord. Mais la substitution, d'abord, n'est pas toujours possible, ça a été dit aussi. Et puis, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que la substitution. C'est-à-dire pas seulement dire on va remplacer un produit dangereux par un produit moins dangereux ou un produit chimique par un produit de biocontrôle. Il me semble qu'il y a des tas d'autres solutions et des solutions qui consistent à réduire en amont la nécessité d'intervenir. Et pour ça, donc réduire en amont, ça veut dire raisonner le système de culture, par exemple, de manière à limiter les effets, limiter l'inoculum parasitaire. On l'a vu dans le film sur la tavelure du pommier. Également, les aménagements paysagers pour favoriser les auxiliaires, etc. Donc tout à fait d'accord avec ce que l'un d'entre vous a dit. C'est bien une optique agroécologique qui permettra d'aborder le système dans son ensemble. Et quand je dis le système, c'est pas seulement la parcelle, c'est le système social,
autant que le système technique. L'agroécologie définie au niveau international et qui, telle qu'elle est pratiquée, telle qu'elle est mise en avant par des équipes de recherche à travers le monde et dans quelques pays qui se sont saisis du concept avant nous, c'est une agroécologie qui ne se résume pas à de la technique. C'est une agroécologie qui considère la manière dont les acteurs s'organisent pour que ces changements techniques valorisant mieux les équilibres écologiques soient possibles. Alors, je ne sais plus où je suis. Voilà, le problème, donc, c'est que des solutions très efficaces se heurtent à des stratégies de certains acteurs, ou souvent des stratégies collectives. Bon, c'est là qu'on arrive aux discussions sur le concept que j'ai introduit dans cette journée, le concept de verrouillage socio-technique, qui montre d'abord que le système socio-technique de l'agriculture, il est extrêmement cohérent. Et c'est pour ça que il est difficile à faire évoluer. Il est cohérent parce que il est efficace. Il s'est constitué comme efficace dans un cadre différent de celui qu'on met en avant aujourd'hui, un cadre dans lequel les objectifs économiques, les objectifs d'abord d'autonomie alimentaire de la France et de l'Europe étaient placés au premier plan, puis les objectifs économiques, d'économie des filières ont été mis en avant. Là, on rajoute une dimension aujourd'hui, avec la discussion d'aujourd'hui, avec le débat aujourd'hui, les questions de santé. C'est un effet non intentionnel. Pour le maîtriser, cet effet non intentionnel, il faut réfléchir à l'ensemble du système, parce que finalement, c'est quelque chose qui est en relation avec beaucoup d'acteurs. Et donc, c'est mobiliser l'ensemble des acteurs pour pouvoir avancer, l'ensemble des acteurs du système agroalimentaire, je le répète. Alors, tel que j'ai fait mon exposé tout à l'heure, c'était en restant très général, y compris sur les exemples que j'ai pris, c'est assez facile de dire, finalement, il n'y a pas à chercher un responsable, c'est l'ensemble, la manière de se sont organisés l'ensemble des acteurs qui est responsable d'une situation qui est difficile à faire bouger. Quand on regarde plus précisément pour aller vers l'action, on est amené à rentrer dans les stratégies individuelles de chaque acteur, et là, ça devient un peu plus compliqué, parce que remettre en cause des choix qui apparaissent totalement cohérents à chacun d'entre nous, nos choix apparaissent très cohérents. Maintenant, par rapport à l'ensemble des choix du collectif, ils ne sont pas forcément optimaux. Alors, je prends quelques exemples. Pourquoi la réglementation des semences concernant la possibilité de commercialiser des mélanges de variétés de céréales, par exemple, n'évolue pas? Ça renvoie au fonctionnement du ministère de l'Agriculture avec ses partenaires, du ministre, etc. Pourquoi l'INRA ne développe pas, à arrêter la sélection d'un certain nombre d'espèces de diversification qui sont aujourd'hui des espèces orphelines? On vous dira à l'INRA qu'il y a d'excellentes raisons de l'avoir fait. Maintenant, le résultat, c'est qu'il y a des espèces qui ne sont plus sélectionnées parce qu'elles ne sont pas sélectionnées par le privé et que le public ne le fait plus non plus. Pourquoi certaines coopératives ne diffusent pas d'informations sur le fait qu'il y a des systèmes à bas niveau d'intrants? Pourquoi d'autres ne vendent pas de semences de variétés ou de non traitées, etc. Chaque fois, il y a des bonnes raisons. Et le fait de mettre ces bonnes raisons sur la table dans un débat collectif, ça peut à ce moment-là aboutir à des frictions. Donc c'est quelque chose qui est assez complexe à manier, mais en même temps, à partir du moment où chacun accepte que cette responsabilité est collective, je crois qu'on peut essayer d'envisager collectivement de se réorganiser autrement. Voilà. Oui, c'est presque, j'en suis à la 5e page, j'en ai 6. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire cette analyse, acteur par acteur, pour chacun des cas, pour chacune des régions, parce qu'il y a une partie des verrouillages qui sont internationaux, il y en a d'autres qui sont nationaux, d'autres qui sont régionaux. Donc il faut faire cette analyse au cas par cas, et
comprendre le verrouillage pour contribuer à déverrouiller. Ce que je remarque malgré tout, c'est que le dispositif Ecophyto prévoit un dispositif de ferme qui est extrêmement intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, mais ne prévoit pas une analyse comparative des stratégies régionales pour comparer les efficacités de la manière dont ça se passe dans les différentes régions. Ça vaudrait la peine aussi que ça existe. Enfin, je terminerai. Donc des actions sur le long terme, ce déverrouillage, ça suppose de mettre en place dès aujourd'hui des actions sur le long terme qui ont été évoquées dans mon exposé, mais qui ont été évoquées aussi par Madame Soubeyran, avec Ecophyto V2. Les pouvoirs publics s'attachent, a-t-elle dit, à mobiliser l'aval, ça a été redit dans le débat, à mobiliser les coopératives avec le projet des certificats d'économie de phyto. Également a été évoquée l'évolution réglementaire pour les préparations non naturelles peu préoccupantes, voilà, et le soutien de l'État à leur homologation. Et puis je voudrais terminer par quelque chose dont je me demandais si ça viendrait dans la journée. Ça a été évoqué très rapidement au début de la journée par M. Donano. Et puis après, il a fallu attendre les dernières interventions pour qu'on parle de formation des jeunes. Mais ça me paraît vraiment très très important, cette question-là. On travaille pour le long terme, et la formation dans les lycées agricoles, dans l'ensemble des établissements de formation professionnelle des acteurs du milieu agricole, mais également la formation au niveau de l'enseignement général pour tous ceux qui seront les consommateurs, c'est quelque chose qui apparaît une priorité pour moi, parce qu'on travaille pas pour le faire baisser les phytos seulement en 2015, on travaille pour ce qui se passera en 2030. Et ça, on le construit avec la formation des jeunes d'aujourd'hui. Et donc, il y a des alliances entre chambres d'agriculture, lycées agricoles, des utilisations des réseaux, des chambres pour l'enseignement qui peuvent être mis en place, qui sont mis en place dans d'autres régions. Je ne sais pas ce qu'il en a en Limousin, mais là, il y a vraiment des choses très importantes à faire. Bref, on n'en est qu'au début. Alors, ça avance pas assez vite, trouve certains. C'est vrai, on aimerait que ça avance plus vite, mais globalement, moi, je trouve que ça avance. Un colloque comme celui d'aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas pu le tenir il y a ne serait-ce que 5 ans. Réunir des gens aussi divers que ceux que vous représentez pour parler d'un sujet qui est quand même compliqué, parce que derrière il y a l'économie des exploitations, ça a été souligné à plusieurs reprises, puis les enjeux de santé, les enjeux d'environnement qui sont des enjeux forts. Donc ça avance. Une journée également co-organisée par, je répète pas par qui, mais c'est vraiment très bien que l'ensemble de ces acteurs, la région, les pouvoirs publics nationaux et la Chambre d'agriculture travaillent ensemble à ce niveau-là. Voilà, merci d'avoir organisé cette journée. Je crois que c'est la première d'une série qui a encore beaucoup d'autres sujets à aborder que j'ai essayé de reprendre dans mes conclusions, mais vous aurez certainement d'autres idées. Et donc, je vous remercie. Merci Jean-Marc Ménard pour nous avoir accompagnés